Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, pour parler du nucléaire, je reçois Fabien Bouclé, et auteur de ce livre Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Bonjour Fabien Bouclé. Bonjour Clémence Odiakova. Alors, je rappelle, vous êtes expert en politique énergétique et vous avez déjà publié un livre choc qui a vraiment permis de faire changer les mentalités sur les éoliennes. Éoliennes, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher. Et là, ça y est, vous récidivez sur le nucléaire. Je pense que c'est l'un qui a entraîné l'autre. Tout à fait. En fait, c'est le livre sur les éoliennes qui a eu un important succès qui a été un important succès de librairie et qui m'a amené à aller au-delà de la question d'éoliennes, qui en fait s'inscrit dans un projet plus global de la géopolitique de l'énergie. Et en fait, en étudiant les éoliennes, on était obligé d'utiliser les autres sources d'énergie. Oui. D'ailleurs, on me reprochait de dire vous n'avez pas fait de comparaison. Ben voilà, je l'ai fait. La comparaison donc, arrive. J'ai utilisé exactement la même méthodologie, une écriture simple, claire, accessible à tous, mais par contre une importante documentation et sources, plus de 500 à 600 sources, tout est sourcé avec des études officielles, institutionnelles, le rapport du GIEC, parce que c'est important d'utiliser le dossier du GIEC, notamment l'étude de 2018. Et donc, moi je dis aux ceux qui s'opposent à mon livre, j'ai été critiqué hier sur la chaîne parlementaire par un député macroniste me traitant de démagogue, mais ils n'avaient aucune source, aucune information. C'est-à-dire qu'ils font de l'idéologie, ils font de l'irrationnel, ils n'ont aucune information, ils ne lisent rien, mais lorsqu'on étudie à fond les sources officielles, on se rend compte que le paysage est bien différent de celui qu'on veut nous vendre. Et paraît-il que même l'humanité n'est pas contre. Et oui, effectivement, vous avez raison. Oui. Ce matin, j'ai eu une recension de l'humanité, et très très joli titre, assez complimentant de l'humanité. Ce qui effectivement n'est pas le fruit du hasard, puisqu'en fait le Parti communiste a toujours été pro-nucléaire civil, et moi je me réjouis effectivement de cette volonté de progrès social, d'égalitarisme, quand le Parti communiste a contribué à la nationalisation d'EDF et à ce grand plan du nucléaire civil français qui aujourd'hui fait que tout le monde, vous, moi, avons accès à un prix raisonnable, l'électricité pour tous. Et c'est tellement important, cette source d'électricité, qu'à un moment, dans les années 50, un ingénieur disait que c'est too cheap to matter. Ça veut dire en anglais, c'est trop peu cher pour être mesuré, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu de compteur dans les domiciles. Alors on parle de Linky aujourd'hui, on voit bien que cet accès à tous de l'électricité est au cœur de la politique du Parti communiste. Et puis c'est surtout au cœur des campagnes électorales et de la campagne qui se joue en ce moment pour les présidentielles. On est quand même à 6 mois des élections et on voit que le nucléaire s'incruste dans les thématiques de la campagne. Alors il a été souvent mis de côté quand même ce nucléaire parce qu'il fallait pas fâcher son électorat, le bougre énergétique qui force la porte du politiquement correct. Mais là, il faut quand même dire que déjà, on en parlait encore tout à l'heure dans les flash infos, le prix de l'énergie s'envole. Donc oui. Ça, on l'a tous remarqué. Et quand on apprend qu'une des raisons de ces prix, c'est que le vent qui n'a pas soufflé ou pas soufflé assez fort ces derniers temps, c'est la raison de l'augmentation, une des raisons, on peut commencer à se poser des questions. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dépendre d'un intermédiaire du spectacle ? C'est la question que vous posiez déjà dans le premier livre, mais que vous recommencez à poser encore, vous insistez. Et puis là, il faut dire que même Emmanuel Macron est en train d'opérer un changement de cap sur le sujet. Alors, rappelez-vous quand même le Macron 2018 qui promettait de réduire la part du nucléaire drastiquement, 14 réacteurs fermés d'ici 2035. Eh bien, le Macron 2021 a changé. Ah oui, il a changé assez vite. C'est assez drôle parce que donc moi j'ai écrit mon livre donc début 2021 j'ai continué à l'écrire jusqu'au mois d'août. J'ai vraiment fait les dernières corrections et c'était impressionnant de voir que corrélativement à l'écriture de mon bouquin, il y avait une avancée spectaculaire sur le sujet du nucléaire. Et les premiers exemplaires de mon bouquin sont rentrés dans les rédactions début septembre avec le préprint. Et au fur et à mesure, on voyait une émergence du sujet. Alors c'était passionnant et voir que effectivement Emmanuel Macron annonce son grand plan nucléaire pour mardi prochain, donc le 12, et fait du teasing, teasing, donc de l'information progressive en avance, ce lundi, 2 jours avant le lancement de mon livre. Ça prouve qu'effectivement, Nucléaire, les vérités cachées, on est au cœur de la problématique. Et effectivement, vous l'avez souligné, j'explique dans mes 2 livres pourquoi cette politique idiote
d'installation d'éoliennes et de destruction de notre nucléaire va conduire à une augmentation des factures. Et d'ailleurs, l'augmentation du gaz, qui est due à la pénurie de gaz, qui est liée au fait qu'on a besoin de gaz au moment de l'intermittence des éoliennes et des énergies renouvelables, est la conséquence directe de cette politique idiote d'installation d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que là, Macron, il est dans une situation compliquée. Il va avoir d'un côté l'augmentation du gaz qui va contribuer à l'augmentation des factures des particuliers, et il a en même temps de l'autre côté une droite globale et même la gauche avec Arnaud Montebourg qui est en train de dire il faut rétablir le nucléaire. Alors d'urgence, il a avancé de 6 mois son plan nucléaire, c'est intéressant. Alors on peut peut-être juste parler un petit peu de ces annonces de ce plan avant d'aller dans le concret de votre livre. Il a annoncé donc la création de mini-centrales nucléaires, en gros c'est ça, des voilà, SMR. C'est les petits réacteurs modulaires, c'est Neuhard, c'est le projet qui est en cours à EDF. Ce sont, en anglais, c'est Small Modular Reactor, qui est en développement en Chine, en Russie et aux États-Unis. Ce sont en fait un réacteur nucléaire, c'est à peu près 900 mégawatts de puissance installée, et les petits réacteurs modulaires, c'est aux alentours de 200 à 300 mégawatts. Ça permet de faire des petites unités qui prennent moins de place, à la différence d'un nucléaire. Aussi. Oui, ça fait moins d'énergie, mais c'est beaucoup plus sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une petite structure, vous avez une plus grande maîtrise des problèmes de sécurité. Mais c'est toujours l'uranium. C'est toujours de l'uranium. D'accord. Après, vous avez un autre projet qui a été abandonné, qui est Astrid, d'ailleurs qui a été évoqué dans le débat Éric Zemmour-Mélenchon, qui est le réacteur de 4e génération, qui est une autre technologie qui utilise les déchets nucléaires qu'on a en réserve, on a 4000 m3, comme combustible des nouveaux réacteurs de 4e génération qui sont au sodium liquide. Et là, c'est très intéressant parce que le sodium liquide ne nécessite pas d'eau. Il n'y a pas besoin de point d'eau. Et là, la Chine est également en train d'accélérer sur le sujet. C'est une substance qui porte bien la chaleur. C'est une substance qui va permettre de contenir les déchets nucléaires et surtout de les refroidir parce qu'en fait vous avez ce problème-là. Mais par contre, le sodium liquide a un inconvénient, c'est qu'il est très inflammable à l'eau et à l'air. Et donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus dangereux. Mais par contre, il est c'est parfaitement calfeutré. Il n'y a pas de radioactivité. La technologie est maîtrisée. Alors, elle est en cours et justement, Emmanuel Macron en 2019 a abandonné le projet Astrid, qui consistait à créer ce projet-là, pendant que le département de l'énergie américain vient là, actuellement au mois de juillet, d'accorder une enveloppe de 100 millions de dollars à Bill Gates pour prévoir la création d'un réacteur à neutrons rapides à sodium liquide. Bill Gates qui a fait son coming out sur le nucléaire, vous le racontez dans le livre. Il l'a fait dans son livre, il n'est pas le seul. En fait, il n'y a qu'en France, il y a les rétrogrades, les ringards, Jadot et Rousseau qui sont complètement dépassés par la science. On était en avance en plus, on était en avance sur le nucléaire. Depuis 20 ans, ils contribuent à faire en sorte qu'on détruise avec Greenpeace, WWF, et Macron abandonne Astrid alors que c'est l'énergie d'avenir. Non mais faut arrêter quoi, c'est impressionnant. J'explique tout ça dans mon livre d'ailleurs. Oui. Très bien. Et il faut dire que le projet EPR, soit en France, soit en Finlande, ça rassure pas énormément l'opinion publique. Oui, non mais c'est-à-dire les retards énormes, l'explosion de budget. Alors d'abord, faut expliquer. L'EPR, c'est un prototype. C'est un numéro 0. Donc, quand vous faites un prototype de presse, quand vous avez lancé Causeur, il y a tout un développement économique pour faire un numéro 0 et ensuite vous avez amorti sur les numéros suivants. Donc quand on regarde le prototype de Flamanville, d'abord vous avez eu l'autorité de sûreté nucléaire qui a été créée en 2006. Et donc vous avez tout un ensemble de dispositifs qui n'existaient pas auparavant qui font que toutes les autorités, que ce soit l'autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui vont contrôler et faire en sorte que tout se passe bien. Or, le problème de l'EPR de Flamanville, c'est qu'il y a eu un problème de soudure entre les deux enceintes de confinement. Parce qu'il y a deux enceintes de confinement. L'enceinte de confinement, c'est une enceinte qui permet de sécuriser. La première, c'est celle qui va sécuriser sur les éventuels rejets en cas d'accident. Et la deuxième, c'est une enceinte de protection contre les avions, les drones, etc. Et donc, il y a eu un problème de soudure parce qu'il y avait un espace très faible entre les deux enceintes. Et ils n'avaient pas la technique pour rétablir ces soudures et éviter les rejets. Donc, c'est une question de sûreté.
Le problème, c'est que, si vous voulez, on a établi que les 6 ou 7, plus on va faire d'EPR, c'est un peu comme vous savez, les porte-avions, on avait dit le premier coûtait cher, le second ne coûtait plus rien, enfin beaucoup moins cher, eh bien c'est exactement la même chose. Donc globalement, on dit que les EPR, dans leur globalité, vont coûter 6 à 7 milliards d'euros, et donc c'est tout à fait raisonnable, parce que c'est des investissements qu'on va faire sur 60, 80 ans. Hein. Faut pas oublier que l'intégralité des réacteurs nucléaires français, depuis le plan Messmer, sont amortis depuis les années 90, ne nous coûtent plus rien. Hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a une électricité parmi les moins chères d'Europe, pour le particulier. Donc, arrêtons de dénigrer un nucléaire qui est un patrimoine national considérable et qui nous assure... Tout le monde finit par nous envier, c'est ça aussi. Et tout le monde nous envie et tout le monde fait en sorte... Les Américains comme les Allemands, exactement. Voilà, et l'Allemagne fait en sorte... Qui retournent aussi leur veste. Exactement. Mais surtout, c'est les Allemands qui font en sorte avec leur réseau, notamment avec leur liaison avec Greenpeace et WWF, je le montre dans mon livre. Alors, mais ça, il faut absolument que vous nous racontiez ça. Donc, les ONG, on le sait très bien, notamment Greenpeace et tout ça, s'opposent évidemment au nucléaire. Elles font des unes, elles font des articles dramatisants. Elles font des actes à la limite du terrorisme. Quand vous avez Greenpeace qui envoie et qui projette un drone contre un réacteur nucléaire, c'est scandaleux, ça devrait être dissous immédiatement. Ou quand ils envoient des feux d'artifice, ou quand ils font des intrusions dans des centrales nucléaires, mais le central nucléaire, c'est un lieu sensible. Il n'est inacceptable qu'une ONG... Or, le problème, c'est que, évidemment, Greenpeace et WWF ont des liens avec l'Allemagne dans le cadre de ce qu'on appelle l'Energiewende, qui est en fait la transition énergétique à l'allemande. Et j'ai trouvé dans des dossiers des listes les acteurs de l'Energiewende qui a été publié par le ministère de l'Industrie allemande et le ministère des Affaires étrangères. Et dans ce document, il est bien mentionné que Greenpeace et WWF sont des partenaires de l'Allemagne. Et donc sont subventionnés, il faut bien le dire. Probablement. Là, je n'ai pas la preuve. Vous savez, tout est compliqué. Il y a une enquête aussi sur le sujet dans le livre que vous citez, Greenpeace, une ONG à double fond. Tout à fait, de Kirlisin, qui a fait un mémoire dans le cadre de l'école de guerre économique. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Arbulot, qui est le patron de l'école de guerre économique, a fait un dossier tout à fait intéressant sur comment l'Allemagne attaque notre système énergétique. On le voit. Enfin, on a sous les yeux une attaque en règle organisée en France avec les ONG, au sein même de notre institution, parce que j'ai découvert la présence d'un lobby allemand au sein même du ministère de l'écologie. Ça s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de transition énergétique, qui est une structure qui est logée dans le ministère de l'Industrie allemande et dont les locaux sont dans la direction générale de l'énergie et du climat au sein du ministère de l'écologie. C'est juste scandaleux. On a un lobby au sein même de notre direction de pouvoir concernant l'énergie. Et enfin, le troisième système, c'est le lobbying à Bruxelles, avec une cartographie. Et là, Nicolas Arbulot, dans son rapport, fait une cartographie très intéressante de tous les lobbies à l'heure. Et nous, on n'a personne. On a Bruno Le Maire qui se bat. Il se bat bien, ça faut... Je veux dire, faut... Autant Barbara Pompili, elle est dans la trahison parce que elle participe du mensonge d'État d'installer des éoliennes pour décarboner la France, qui est faux. Autant Bruno Le Maire se défend d'arrache-pied pour défendre le nucléaire en Europe, parce que actuellement il y a une offensive très importante au sein de l'Union européenne. Et vous croyez Emmanuel Macron sincère? Il paraît qu'il vous a demandé, même réclamé une partie de votre livre. Voilà, tout à fait, des services de l'Élysée qui ont demandé à un proche d'avoir la copie du chapitre 10 sur comment l'Allemagne nous menait la guerre en matière énergétique. Moi, je suis halluciné de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, les services de l'Élysée, les services d'intelligence économique, est-ce qu'il y a même des services d'intelligence économique, on ne sait même pas, sont en train de découvrir les yeux écarquillés le fait que l'Allemagne, avec des sources ouvertes, moi j'espère que les services secrets français ont fait des études sur les réseaux énergétiques et notamment l'impact des services. S'ils finissent par vous demander le chapitre de votre livre. Vous vous rendez compte ? Ça voudrait dire que la France n'a même pas une cellule à la DGSE sur la question de l'intelligence économique. Non mais on marche sur la tête. Guil, non, mais je pense en certaines affaires de sous-marins où là aussi on manquait un peu d'intelligence économique. Vous avez parfaitement raison. C'est la troisième problématique. On l'a vu avec les masques et les médicaments au moment de la crise du Covid. On le voit là
avec ces crises des sous-marins, les yeux éberlués, nos élus découvrent qu'il y a des méchants dans le monde et qu'il faudrait faire attention. Et là, eh bien, ça va être le prochain scandale, c'est qu'on est en train de découvrir que des pays veulent la destruction de notre système énergétique dans des enjeux économiques majeurs et que l'Allemagne fait partie de ces pays. Et il est important de voir qu'actuellement, on a un débat au niveau de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le débat sur la taxonomie. Très rapidement. La taxonomie, c'est l'art de la classification. En fait, on va mettre dans des cases des activités. Et en fait, se pose la question de savoir si le nucléaire peut intégrer la liste des activités vertes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'impact sur le climat et qui sont décarbonées. Et en fait, le rapport des experts en avril 2021 a dit, effectivement, de la Commission européenne a donné un avis favorable. Il y a plusieurs comités d'experts qui ont donné un avis favorable, et l'Allemagne fait tout son possible. L'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, et le Danemark, qui sont les pays qui développent l'énergie renouvelable, font tout leur possible pour empêcher que le nucléaire... Surtout l'éolienne. Et qui font l'éolienne. J'ai dit. Oui, ils font énorme. C'est les pays majeurs en matière d'industrie éolienne. Ils font tout leur possible pour empêcher l'intégration du nucléaire dans cette liste des activités vertes. Si on est dans la liste des activités vertes, eh bien la France pourra recevoir des financements européens dans le cadre des grands plans de financement. C'est plusieurs centaines, voire milliers de milliards d'euros d'investissement. Et surtout, l'électricité produite pourra intégrer les bilans. Tout à fait. Des usagers. Alors, il est tout à fait... vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, il y a un site tout à fait instructif que j'utilise qui est electricitymap.org qui nous donne par pays les émissions de CO2 par source d'énergie et par pays. Et en fait, on voit que la France est totalement vertueuse. Oui. Et d'ailleurs, Clémence, ce qui est important de savoir, c'est que là où l'Allemagne nous mène la guerre, c'est que l'Allemagne émet 10 fois évidemment, plus... Évidemment, très très mauvais élève. Très très mauvais. On a le bonnet d'âne. On nous dit souvent, ça m'amuse dans leurs éléments de langage, ils disent la France a le bonnet d'âne en termes d'installation d'éoliennes. Oui, mais l'Allemagne a le bonnet d'âne en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sans compter... Avec ces centrales à charbon qui sont censées compenser leurs éoliennes. Exactement, et qui est principalement, dont l'électricité est principalement produite par le charbon, et qui en plus, avec les vents d'Est, nous envoie les particules fines complètement polluées de l'Allemagne. Mais il y a un autre exemple qui est vraiment intéressant, parce que Emmanuel Macron veut baisser la part du nucléaire. On va voir que mardi, il va nous dire non, on veut plus la baisser finalement. On va voir ça va être très intéressant. Il va le dire autrement, il va faire du en même temps. Il va faire du en même temps, mais je pense qu'ils sont en train d'infléchir leur position. Parce que la crise énergétique actuelle contraint le gouvernement. S'ils veulent pas une nouvelle crise des gilets jaunes puissance 10, ils sont bien obligés. Et la seule solution, je vous le dis aujourd'hui, on va être obligé de réouvrir Fessenheim. On va être obligé. Fessenheim, c'était 2,2% de la production électrique. Donc c'est une unité de production qui fonctionne encore 20 ans. Vous croyez qu'il peut nous annoncer ça mardi ? Il n'y a pas de problème de sûreté avec Fessenheim ? Pas du tout. Moi, j'ai vérifié auprès... Parce que réouvrir Fessenheim... Il est ancien. Non, Fessenheim a 40 ans. D'accord. Les unités de production, centrales nucléaires peuvent fonctionner 60-70 ans. Le problème, c'est que Fessenheim était une centrale nucléaire qui a fait l'objet d'un enjeu politicien. Ce n'était pas pour des raisons de sûreté ou de sécurité nucléaire qu'on a fermé ce Fessenheim. C'est uniquement une promesse électorale. Et quand on a fermé Fessenheim, immédiatement, l'Allemagne a ouvert une usine au charbon. Et il y a un exemple très intéressant avec Electricity Map, c'est l'Irlande. L'Irlande, que je cite dans mon livre d'ailleurs, pourquoi ? Parce que l'Irlande n'a pas de nucléaire. Pas du tout de nucléaire. Elle a du vent et elle utilise du gaz. Et j'ai pris un exemple, en août par exemple, quand j'écrivais mon livre, eh bien ce jour-là, l'Allemagne produisait son électricité à hauteur de 60% par les éoliennes et le reste avec du fossile. Eh bien, le même moment, nous, on produisait 70% de notre électricité avec du nucléaire et 10% avec de l'hydroélectricité. Eh bien, ce jour-là, qui est quand même l'exemple de ce que veulent nous vendre les écologistes, l'Irlande produisait 8 fois plus de gaz à effet de serre que la France. 8 fois plus. Donc, Yannick Jadot et Madame Rousseau, vous arrêtez, vous lisez, vous faites un tout petit peu d'études scientifiques. Lisez mon livre, je veux bien vous le donner. Je serai... Voilà, l'appel est lancé. Voilà. Ça, c'est sur les effets de serre. Rapidement, je voudrais qu'on balaye le problème quand même des déchets nucléaires. Parce qu'après, il y a quand même un autre sujet aussi que je voudrais aborder avec vous sur les déchets nucléaires. Parce que c'est aussi ça,
ce que mettent en avant, il y a le gaz à effet de serre. Bon, vous avez dit, ça c'est réglé. Le nucléaire est très vertueux. Les déchets nucléaires. Alors les déchets nucléaires, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que Greenpeace sur son site internet nous dit voilà, il y a 1,6 million de mètres cubes de déchets nucléaires. Bon, faut relativiser les choses. 0,2% de ces déchets, c'est-à-dire 4000 mètres cubes, représentent 95% de la radioactivité totale. C'est-à-dire un bâtiment de 10 mètres par 10 mètres par 40 mètres. C'est ça les déchets nucléaires. Ce sont les déchets haute activité. Ces déchets, on va les mettre... Donc ils sont installés dans des colis, dans du verre vitrifié. Ils sont vitrifiés. Et là, il n'y a pas de radioactivité autour. Mais pour les protéger, on va les installer dans un centre d'enfouissement, mais c'est pas mis dans la nature, hein. Cigéo, qui est actuellement en projet à Bure. Quel est l'intérêt des déchets nucléaires ? C'est que, alors on rajoute à ces 4000 mètres cubes les 40 000 mètres cubes de déchets, donc 44 000 mètres cubes à peu près, c'est-à-dire 3% des déchets nucléaires représentent 99,8% de la radioactivité. Le 1,6 million restant, c'est 0,2% de la radioactivité. En fait, c'est une radioactivité qui s'éteint au bout de quelques années. Alors bon, donc, on va pas avoir le temps, je suis désolée, il faut qu'on s'arrête là, mais je voulais quand même aborder juste un sujet, enfin je vais le dire en conclusion, c'est que nos sociétés vont continuer d'augmenter son besoin d'électricité de 60% d'ici 2040, et que donc, ça c'est vos chiffres, oui. et que donc finalement, et tout ça parce qu'on utilise des voitures électriques, parce qu'on utilise justement toutes ces nouvelles techniques soi-disant écologiques. Et donc nous sommes dans le paradoxe, nous n'aimons pas, nous voulons plus d'écologie soi-disant avec les voitures électriques et avec tout ça. Et en fait, c'est ça qui va nous demander plus en fait, si vous voulez, à partir du moment où on veut de l'électricité, on peut faire de l'électricité avec du charbon, mais il nous faut une électricité propre. La seule électricité propre, c'est le nucléaire. Et le gros avantage, c'est qu'on a 4000 mètres cubes de déchets nucléaires qui pourront servir dans le cadre du projet Astrid, de la relance des réacteurs de nouvelle génération. Et donc, en fait, nous avons déjà le combustible qui va nous servir, puisque le projet Astrid, c'est 100 fois plus puissant que les réacteurs existants. C'est-à-dire qu'un réacteur nucléaire suffit à produire 100 fois les réacteurs habituels. Allez, c'est Fabien Bouclé et son livre Nucléaire, les vérités cachées en plein cœur du réacteur, justement, aux éditions du Rocher. Et merci à vous, Gil Michaeli. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.